Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. On le savait pendant la pandémie, les députés et les salons de massage, c'était bien important. Fallait pas les fermer. Maintenant, on a des députés français qui nous en apprennent des bonnes. Les substances illicites à l'Assemblée nationale française. Crunchy. C'est spécial pareil parce que, tu sais, beaucoup de gens idéalisent le milieu politique. Là, Vraiment. c'est des gens, tu sais, qui. C'est comme l'élite de la société, tout ça, là, qui est là. Puis finalement, il se passe des trucs beaucoup plus triviales qu'on pense. Tu sais, moi, j'avais déjà entendu une histoire, on nommera pas de nom, là. On m'a déjà entendu une histoire que dans un congrès de la CAQ, il y avait un membre du parti qui faisait plaisir à sa blonde dans les toilettes du congrès. Avec sa main. Puis là, la semaine passée, on n'en a pas parlé. Mais en fait, c'est arrivé, je pense, vendredi. On n'en a pas parlé. Puis je peux pas vous passer ça, évidemment, parce qu'on va se faire supprimer la vidéo puis peut-être bien le compte YouTube. Mais il y a un monsieur qui a décidé qui agrandissait ses horizons dans la chambre du Sénat. Ah oui. Fait que là, la vidéo a fait le tour d'Internet, comme au Sénat aux États-Unis. Il y a un gars. Tu sais, à quel point aussi t'es pas brillant de te filmer, tu sais. Ça, moi, c'est surtout ça le bout qui me fait un peu capoter, là. Fait qu'avant de rentrer dans d'autres sujets, on va parler de cette histoire-là que j'ai vu passer il y a une La couple de jours. décadence. Elle m'est sortie de la tête, mais je trouvais que c'était trop drôle, là. Il faut en parler de cette affaire-là. Donc, c'est Madame Caroline Janvier. Donc, qui est Caroline Janvier? C'est une membre du parti Renaissance, dans le fond, qui est le parti de Emmanuel Macron, qui a comme changé de nom, qui s'appelait ou qui a changé pour La République en marche, je ne me souviens plus exactement. Donc, elle est née le 9 mars 1982 à Nantes. Et elle est pour le compte, je pense, du ministère de l'Économie et des Finances. Une jolie dame. Oui, c'est une jolie dame, là. On nous dit que, qu'est-ce que j'ai, c'est juste pour la connaître un peu plus, là, savoir de qui on parle. C'est ça, elle a été réélue lors des élections législatives de 2022, obtenant 55,78% des suffrages au second tour. Donc, quand même pas la dernière venue. Et elle nous dit, il y a des soirées où la drogue circule. La députée Caroline Janvier brise le tabou des stupéfiants et de l'alcool en politique. Dans des confidences à Paris Match ce jeudi, la parlementaire de Renaissance réplique à la suite de l'affaire Joël Guerriot. Il faut aussi analyser ce phénomène comme un système, sans rien excuser, explique cette ex-consultante dans le secteur médico-social. C'est rare qu'une députée, qui plus est lorsqu'elle est dans la majorité, donc dans le fond dans le groupe parlementaire, dans le groupe gouvernemental, brise l'omerta sur les liens entre politique et substance. Hey, j'aime ça comment ils écrivent ça de manière très... C'est très feutré, hein, le lien entre politique et substance. Alors que l'affaire Joël Guerriot, du nom du sénateur accusé d'avoir drogué la parlementaire modem Sandrine Joseau en vue d'une agression sexuelle, ça brasse donc bien en France, a bien secoué la classe politique, l'élu de Renaissance du Loiret, Caroline Janvier, a décidé de prendre le taureau par les cornes dans des confidences à Paris Match, publiées ce jeudi. C'est leur genre de MeToo, dans le fond, pour les politiciens. Exact. Avec ça, il ne faudrait pas que ça arrive ici. Hein, d'après moi, on en apprendrait des vertes et des pommures. Et c'est-tu si isolé que ça, l'histoire du gars dans... Les Rimouski? Ouais, de Rimouski, là. En tout cas, il y a des soirées où la drogue circule, comme il y a des dîners ou des fins de session parlementaires où il y a une consommation excessive d'alcool, relate-t-elle. Si elle a un grand courage de parler, considère Caroline Janvier, donc elle parle de la victime de l'autre gars, il faut aussi analyser ce phénomène comme un système, sans rien excuser. Pour celle qui est parlementaire depuis 2017, la politique fabrique des comportements déviants. Ça, c'est vrai, ça. Ben, en tout cas, Très est-ce que drôle. c'est la fabrique
Est-ce que les politiciens se font... Ben, elle les déconfine, je pense. Ouais, les déconfine, probablement. Est-ce qu'il y a un sentiment de supériorité qui vient avec le pouvoir et l'autorité qu'ils ont? Probablement. Mais je pense aussi qu'il y a un biais de sélection dans le sens que les gens qui sont naturellement attirés par la politique puis qui veulent y rester peuvent avoir des mœurs et coutumes un peu étranges, à mon avis. Il y a un Ben oui. peu de narcissisme là-dedans. Surtout que ici, c'est moins répandu, mais en France, c'est pas rare qu'il y ait des sessions parlementaires qui s'étirent jusqu'au milieu de la nuit. Et là, c'est là que je sais pas s'il y a des députés français qui font du sundowning, là. Tu sais, quand le soleil, quand la lumière du soleil s'éteint, puis il y a des gens qui commencent à avoir des drôles de comportements, là. Mais là, Les dit, loups-garous. ça. Les dérives qui se font davantage au cours des séances de nuit, de retour de dîner où il y a eu de l'alcool, raconte cette ancienne consultante. Il a été préposé au bureau de l'Assemblée nationale. Il a été proposé au bureau de l'Assemblée qu'on ne serve plus d'alcool à la buvette. Mais mais ça La buvette. déplore également la députée macroniste. Avec la cadence de travail qu'impose la politique, Caroline Janvier s'était mise à boire, quelquefois plusieurs verres par jour. Elle s'est arrêtée depuis. Je fais le lien avec les séances de nuit, qui n'ont aucun sens. La pression de l'agenda des médias avec qui on n'a pas le droit à l'erreur fait-elle valoir, et de présenter le dilemme auquel sont confrontés bon nombre d'élus. Si vous avez une excellente hygiène de vie, soit vous prenez quelque chose pour tenir, soit vous quittez. Attends un peu. Quelque chose pour tenir. Qu'est-ce qu'elle sous-entend ici? Oh oui, on est dans la bois claire zone, là. Que la personne qui leur jette la première pierre se mette à leur place une semaine. Ils ont un niveau de pression inimaginable, détaille l'élu, Mhm. qui échange avec certains, n'ayant pour eux pas de jugement, mais de l'empathie. Les Si la plantes vertes se parlementaire, refusent. si le parlementaire refuse de jeter le discrédit sur ses personnalités gouvernementales, elle souhaite dénoncer les dérives qui sont le symptôme d'un engagement excessif. Ah, OK. Hey, on est-tu proche de 70 heures semaine en France? On va-tu nous... Hey, parlant d'engagement excessif, la mairesse de Chapais, on a eu des nouvelles. Oui, hey, c'est vrai, tu me rappelles cette histoire-là, la mairesse de Chapais, une miraculée. Une Ah. miraculée. Vous Est-ce savez, que... tu sais, c'est la dame qui, pendant l'épisode des feux de forêt, travaillait 80 heures semaine. C'est Manon Massé qui nous l'a confirmé. Parole de Sainte-Manon, 80 heures semaine, ça devait être un gros minimum. Donc, exténué, burn-out, doit démissionner à l'automne. Une bonne mère QS, vaillante, travaillante, qui a tout donné, qui a laissé toute sa table. Mais finalement, quelques mois après sa démission, elle obtient un nouveau travail comme responsable des ressources humaines, un peu Ouais. chasseuse de tête, genre dans une entreprise de son coin. C'est assez spécial, hein? Ben là, écoute, je vais renchérir sur ce que tu dis, là. Dans l'article de la presse, ACA, le blog étudiant, qui date du 8 novembre, ça fait pas longtemps, là. Bon, je ne l'ai pas Ok, c'est bon partagé. ça. Qui date du 8 novembre. Donc, ça s'appelle Épuisé, la mairesse de Chapais démissionne. Et dedans, on nous dit la mairesse de Chapais, Isabelle Lessard, annonce sa démission en raison d'un syndrome de stress post-traumatique. Ah, que c'est malaisant. Hey, c'est malaisant, tabarnak. Ça, Là. c'est malaisant, là. Les gens qui souffrent de stress post-traumatique, là, on en a parlé maintenant, puis il y a des blondes de militaires qui nous ont écrit. Là. Genre, mon chum a fait l'Afghanistan, ne savait pas c'est quoi un syndrome post-traumatique pour ceux qui en ont. Là. Il se réveille la nuit, pense qu'il y a des bombardements. C'est ça, là, un stress post-traumatique. Ça peut être incapacitant au point que tu es cloué dans ton lit. Là. Et là, on nous annonce ça le 8 novembre, Yann. En fait, un mois plus tard, presque jour pour jour, on voit cette publication-là sur les réseaux sociaux. Moi, je l'ai vu via un Marceau qui l'a publié. Il dit « J'adore les guérisons miraculeuses. L'ex-mairesse de Chapin est de retour rapidement sur ses pieds. Elle s'est trouvée une job pendant son mandat ou 2 minutes après sa démission. » Et là, on nous dit que l'usine Nexolia, son département de ressources humaines, a recruté Mme Isabelle Lessard qui va veiller au bien-être et à l'épanouissement de l'entreprise. Elle rentre en vigueur le 8 janvier prochain. Donc, c'est quand même un cas de guérison instantanée de stress post-traumatique. Écoute, j'ai l'impression de m'avoir fait passer un sapin, moi. Ouais,
On Tu sais, je pourrait veux dire ça, dire, ouais. elle a été engagée. Tu sais, l'annonce est faite là, elle n'a pas été engagée juste avant l'annonce, là. Elle a été engagée avant. Est-ce qu'elle a été engagée alors qu'elle était mairesse? Est-ce qu'elle a passé ses entrevues avant de démissionner? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, puis c'est correct, là, c'est sain d'esprit, tu sécurises ton avenir financier, tu es avec ton employeur et tu vas passer des entrevues pour éventuellement changer, puis tant et aussi longtemps qu'on t'a pas garanti que tu avais la job, tu restes avec l'employeur actuel. Il y a personne qui, Ouais, mais tu sais, naturellement, vont démissionner avant, là. tout est dans la manière de faire les choses. Et de dire les choses, surtout. Ben oui. S'il y avait, mettons, le scénario idéal, c'est qu'elle démissionne, puis il n'y a pas d'article. Mais mettons qu'il y en a un article, un peu complaisant, un peu sirupeux sur sa vie, puis elle aurait très bien pu dire, écoutez, moi, j'ai suivi à l'époque des conseils de mon entourage qui me voyait comme mairesse. J'ai eu des doutes après un certain temps que c'était ma place. Puis les feux de forêt ont confirmé que c'est pas le genre de truc auquel j'aspire, fait que je laisse ma place à quelqu'un d'autre. Merci, bonsoir. Personne n'en aurait fait de cas ou presque. Ben attends Là, un peu, personne attend un peu. Même à ah non, ça. mais là, l'histoire de genre, je dors plus de la nuit, j'ai des Ah, flashbacks, puis des Chris, on se là, fait niaiser, là. tu t'ouvres la porte à te faire ramasser, c'est évident, là. Mais même à ça, tu dis personne n'aurait critiqué. Je veux dire, la journée que tu vas chercher un poste d'élu, ça fait pas un an que tu es en poste, un village de 1500 habitants. Je veux dire, come on, là. Come on. C'est parce que ça coûte de l'argent, là, ces élections-là. Là. Puis, Je suis d'accord. t'étais-tu sérieuse quand tu t'es présenté? Je veux dire, il faut qu'il y ait des conséquences à un moment donné. Là. Je veux dire, ça marche pas, ça. Là. Je suis d'accord avec toi, mais je veux dire, l'attention n'aurait pas été mise sur elle. Non, 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 exactement. Tu sais, ça aurait été sur le principe de c'est-tu C'est ça. normal qu'un élu démissionne après un an dans son mandat? Parce que normalement, on ne devrait pas les remplacer, mais là, il faut que tu la remplaces, il reste 3 ans. Tu sais. Ah ouais. Fait que c'est vraiment louche, tout ça. Mais quand tu arrives, puis là, en plus, mauvaise stratégie de communication, on essaie de faire pitié, on essaie de jouer à victime avant d'aller avec la grosse job dans la grosse entreprise. Come on, là. Come on. Mais le monde embarque là-dedans. Là. C'est rendu que ça a fait les nouvelles, pas régionales, nationales. Les nouvelles nationales. Ah non, c'est ça. Les nouvelles nationales, Manon Massé qui sort pour prendre sa défense, puis toute la patente. C'est assez spécial, il faut se le dire. Là. C'est En tout cas. vraiment spécial comme manière de faire. Mais ça montre que les élus, bien souvent, honnêtement, là, il y a un fond en dedans d'eux autres. En fait, il y en a qui sont là pour les bonnes raisons, mais généralement, c'est pas eux autres qui durent longtemps. Non, c'est généralement pas. Tu sais, moi, j'ai bien connu Emily Foster. Je sais qu'elle était là pour les bonnes raisons. Elle a fait un mandat. Elle est partie. Ouais. C'était pas pour elle. Elle passe à autre chose. Ben, sinon, il fallait qu'elle fasse une Éric Kerr d'elle-même, c'est-à-dire renoncer à toutes les affaires que tu as déjà parlé, dire le contraire de tout ce que tu as toujours déjà dit, puis faire comme si c'était jamais arrivé. Il est là le biais de sélection. C'est quand tu as réellement un élu qui est là pour les bonnes raisons. Malheureusement, il finit par constater que c'est pas pour lui ou s'il veut vraiment changer les choses, ça va prendre du temps, puis il va falloir qu'il pile sur des principes pour éventuellement changer des choses. Fait que les gens-là qui sont réellement là pour les bonnes raisons finissent par partir vite. Et ceux qui restent, c'est eux qui ont mais aucune raison de remettre en question leur engagement politique. Peu importe ce qu'on leur demande de faire, ils vont le faire. Ben, tu sais, je pense qu'il y a des gens que. Pascal Bérubé, il est overrated, Joey. Là. Oublie ça. Là. Il n'est pas si bon que ça, Pascal Bérubé. Ben, il est aimé de son monde localement. Localement, puis publiquement, il a une bonne réputation, sauf que moindrement que tu dis quelque chose contre Pascal Bérubé, tu peux être sûr d'une affaire, il va t'écrire, puis il n'a pas peur d'aller menacer ton employeur. Pascal, je te donne l'adresse de mon employeur, mon adresse à la maison. Mon téléphone sonne, là, t'as un peu, c'est Pascal qui appelle. Il a déjà entendu le truc. Non, mais j'ai l'impression qu'il y a deux genres. En gros, tu as deux types de monde qui vont en politique. Tu as des gens qui vont en politique parce que la politique, c'est un moyen dans leur tête pour arriver à un objectif. Genre, je m'en vais comme premier ministre du Québec pour faire du Québec un pays, puis si ça marche pas, je sac mon camp. Jacques Parizeau. Puis t'en as qui vont là
Parce que la politique n'est pas un moyen, mais une fin en soi. La game politique, le fait d'être là, s'obstiner, Pauline Marois. ouais, ça, c'est du Pauline Marois, là. Puis du François Gendron, puis Pauline Marois, c'est je veux être la première femme, première ministre. Yes! Bravo, Pauline, t'as réussi. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Ben là, j'ai réussi. Ah non, mais OK, je comprends. Là, t'es première ministre, qu'est-ce qu'on fait? Ben, j'ai réussi. Ah, OK. Ouais, c'est ça. C'est carrément ça, là. Écoute, je veux vous parler d'une petite histoire que j'ai vue passer qui est quand même, je pense, importante, puis personne n'a l'air de vouloir en parler, sauf un monsieur qui s'appelle Michael Geist. Donc, Geist. Qui est Michael Geist? C'est un professeur à l'Université d'Ottawa en commerce électronique, mais dans le fond, dans la faculté de droit. Lui, il lève des gros red flags. Là. Lui, il lève des gros red flags sur une loi sur laquelle est en train de travailler le gouvernement fédéral et qui origine du Sénat. Et là, cette loi-là, et là, on est dans un contexte un peu bizarre, là, genre que... C'est quoi le numéro de la loi déjà? S quelque chose? S? Ouais, je l'ai ici, je vais vous la partager à l'écran. C'est le Bill S-210, donc je le fais apparaître ici à l'écran. Ça s'appelle An Act to Restrict Young Person Online Access to Sexual Explicit Material. Et là, à la base, ça a l'air d'une loi qui est logique, dans le fond. Oui, à la base, ça a l'air d'une loi qui est logique et qui est avancée sous quand même des bons... Et là, regarde, juste pour je leur partage à l'écran, on voit le chemin que la loi a passé. Donc, elle a passé toute... Comme elle est l'origine du Sénat, elle fait le chemin inverse que d'une loi qui origine du Parlement. Donc, elle a passé toutes les étapes du Sénat, first reading, second reading, third reading. Elle est rendue à la Chambre des communes. Elle a passé la première, deuxième. Et là, on est rendu à l'étape du third reading. Hey, le sponsor, celui qui a décollé la loi, en fait, c'est une dame, c'est Julie Miville-Deschênes. Ça, c'est l'ancienne ombudsman de Radio-Canada? Je pense que oui. Je pense que c'est exactement elle. Et là, j'ai la loi devant mes yeux. Là. En gros, on nous dit This enactment make it an offense for organization to make sexual explicit material available to young person on the internet. It also enable a designated enforcement authority to take steps to prevent sexually explicit material from being made available to young person on the internet in Canada. Donc, en gros, un genre de contrôle parental, mais géré par le gouvernement sur ce que vous pouvez voir sur Internet si vous avez moins de 18 ans ou pas. Et là, lui, Michael Geist, il était parce que le Sénat avait tenu une genre de... Oui, parce que c'est pas très long, le projet de loi. Je l'ai devant ma face, puis ça tient sur quelque chose comme 4 pages à peu près. Exact. Et là, lui, il avait déjà écrit en février 2022 sur sa présence. Là, tu vois, regarde, ma comparution sur le projet de loi S-210 devant le comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles. Et là, lui, il les a avertis de, comment je pourrais dire ça, de plusieurs dérives qui impliquaient leur projet de loi. Parce que en gros, les députés qui ont voté pour ces trucs-là et les sénateurs, eux, dans leur tête, là, c'est pour faire en sorte que quelqu'un qui va sur Pornhub, il n'y a pas à juste cliquer sur « Je certifie que j'ai 18 ans et je peux rentrer dessus ». Eux autres, dans leur tête, c'est ce genre de truc-là que ça concerne. Mais lui, ce qui est arrivé pour dire, c'est qu'il... Juste donner une idée, là, les infractions, là, c'est toute organisation qui rend accessible à un jeune du matériel sexuellement explicite sur Internet à des fins commerciales est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible de 250 000 d'amende pour la première infraction et une récidive, c'est de 500 000. On dit qu'il y a un but légitime qui est une défense acceptée. Nulle organisation ne peut déclarer coupable d'une infraction prévue à l'article 5 si les actes qui constituaient l'infraction ont un but légitime lié à la science, la médecine, l'éducation ou aux arts. Oui, c'est ça. Bien, évidemment que si c'est pour des trucs éducatifs. Puis il y a une défense aussi sur la vérification de l'âge, parce que je pense que c'est ça que tu parlais. Ouais. Le fait pour l'organisation de croire que le jeune visé à l'article 5 était âgé de moins de 18 ans ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur cet article que si elle a mis en place un mécanisme de vérification de l'âge prévu par règlement afin de limiter à des individus âgés d'au moins 18 ans l'accès au matériel sexuellement explicite rendu accessible à des fins commerciales. Absolument.
Mais l'article, sa publication sur son blog qui a attiré mon attention, c'est elle. Donc, c'est son blog, vous pouvez le voir. Là. Ça s'appelle michaelguys.ca. Et l'article s'appelle The most dangerous Canadian Internet bill you never heard of is a step closer to becoming a law. Et là, dedans, je vous passe un peu des détails là, sur la loi comme telle, mais là, il nous explique un peu le procédure. Il dit, j'ai comparu devant le comité sénatorial qui a étudié le projet de loi en février 2022 où j'ai soutenu, en combinant le blocage de sites web, la technologie de reconnaissance faciale et une portée étonnante qui engloberait de nombreux services grand public, que le projet de loi n'est pas seulement une pente glissante, c'est une avalanche. Comme je l'ai fait à l'époque, je devais commencer par critiquer le projet de loi en précisant que l'accès des mineurs à des contenus inappropriés est effectivement une préoccupation légitime. Je pense que la meilleure façon de résoudre ce problème inclut l'éducation, la compétence numérique et la surveillance parentale de l'utilisation d'Internet, y compris peut-être l'utilisation de filtres personnels ou d'outils de blocage si vous le souhaitez. De plus, si des sites basés au Canada enfreignent la loi en ce qui concerne le contenu qu'ils hébergent, ils devraient absolument faire l'objet d'une enquête et d'éventuelles accusations. Donc lui, en gros, il n'est pas contre l'esprit du projet de loi, c'est ça qu'il veut dire. Ben, il n'est pas contre l'esprit du projet de loi, mais il rappelle que déjà à base, c'est un peu... Lui, tu vois un peu où ça s'en va. Responsabilité individuelle. Hey, Chris, pourquoi l'État se substitue au parentage qui doit être fait par les familles? T'sais, dans le fond, si vous avez des jeunes enfants, c'est à vous de checker qu'est-ce qu'ils foutent sur Internet. Ce n'est pas au gouvernement de gérer ça. Là. Et là, il dit, cependant, le projet de loi S-210 va bien au-delà des choix personnels pour limiter l'accès aux mineurs de matériel sexuellement explicite sur des sites canadiens. Au lieu de ça, il envisage une responsabilité mondiale imposée par le gouvernement aux sites Web en cas de non-blocage de l'accès aux mineurs, soutenu par des systèmes de blocage de sites Web et de vérification de l'âge obligatoire qui sont susceptibles d'inclure des technologies de reconnaissance faciale. Le gouvernement établit ce cadre réglementaire et confiera probablement au CRTC l'administration nécessaire de ce projet de loi. Donc, autrement dit, lui, ce qu'il dit, c'est un autre patente encore pour étendre les tentacules du CRTC à qui on va demander d'aller taponner dans un site web. Mais là, on parle de sites web qui seraient en dehors du Canada. Fait exemple, un Twitter, les gens qui vont sur X présentement, du contenu sexuellement explicite, il y en a. Techniquement, sur Facebook, il n'y en a pas. Sur X, il y en a. Donc, si je comprends bien, présentement, quand tu vas sur X, tu n'as pas de validation de l'âge. Tu n'as aucun processus. C'est exactement ça qu'il vise dans son truc. Il dit, à l'époque où il a écrit ça, c'est dans le texte Twitter. Reddit, qui est une plateforme où beaucoup de jeunes vont, où si tu sais comment chercher, il y en a du contenu explicite. Puis lui, à un moment donné, c'est ça qu'il dit plus loin dans son propos. Il dit, c'est quoi exactement du contenu explicite? Il y a un meme où tu vois des seins, est-ce que c'est du contenu explicite qu'un mineur devrait pas... Parce que là, on est comme dans une frontière un peu mais là, difficilement définissable. Si je comprends bien, on adopte ce projet de loi-là demain matin, immédiatement, Twitter est en infraction. Exact. C'est exactement ça qu'il dit. Immédiatement, on envoie 250 000 d'amende à Twitter demain matin. C'est exactement ça qu'il dit. Est-ce qu'on se met dans une position que Elon Musk va fermer Twitter pour le Canada éventuellement? C'est le genre d'effet inattendu parce que si tu réglementes tes compagnies canadiennes, c'est tel que tel, je veux dire, cette compagnie-là, puis même à ça, tu pourrais nuire à une compagnie qui a des portées internationales. Mais je veux dire, la plupart des médias qui sont clairement visés dans l'esprit de la loi, c'est des médias qui ne sont pas nécessairement au Canada. Parce que, tu sais, Pornhub, tout ça, tout le monde comprend un peu l'idée, puis c'est ça qu'on a en tête quand on lit le projet de loi. Mais quand tu comprends que justement Twitter et Reddit en ont aussi de la pornographie dessus, puis d'autres qu'on connaît probablement pas non plus. Oh, exactement. OnlyFans, là. C'est plein de plateformes de même que techniquement, il faut que tu aies 18 ans pour aller là-dessus. Comment c'est vérifié? Il n'y a pas de système où tu te scannes pour voir. La plupart des systèmes, il faut que tu le confirmes toi-même. Est-ce que j'ai 18 ans? Vous comprenez que tous les jeunes de 14 ans confirment qu'ils ont 18 ans. Oui. Et là, il dit, le cadre de base du projet de loi S-210 est qu'il crée une infraction pour toute organisation mettant à la disposition de toute personne de moins de 18 ans à des fins commerciales du matériel sexuellement explicite. La pénalité pour ça est de 250 000 pour la première infraction, ce que tu as dit, et jusqu'à 500 000 pour toute infraction ultérieure.
Les organisations définies au sens large dans le code criminel peuvent invoquer 3 moyens de défense potentiels, dont ce que tu as parlé. Et là, il dit l'application du projet de loi est laissée à l'agence de régulation désignée, aka CRTC, qui peut émettre des notifications de violation au site Web et aux services. Ces avis peuvent inclure les étapes que l'agence souhaite suivre pour mettre le site en conformité. Cela signifie également, littéralement, que le gouvernement, via son agence de régulation, dictera au site comment ils doivent interagir avec les utilisateurs pour garantir qu'aucun accès aux mineurs ne soit autorisé. Et si le site Web ne respecte pas les instructions dans les 20 jours, le régulateur peut demander une ordonnance du tribunal exigeant que les FAI canadiens bloquent, les fournisseurs d'Internet canadiens bloquent le site à leurs abonnés. OK, c'est là qu'on va, là. Je commence à comprendre où sa paranoïa. C'est que pensez-y. Le CRTC, la loi rentre en vigueur, envoie une notification à Twitter, dire t'as pas de feature pour déterminer si la personne a 18 ans ou plus. T'es en infraction, premier avertissement, t'as 20 jours pour corriger. Elon Musk fait un finger. C'est clairement ça qui va arriver. Probablement ça qui va arriver. Elon Musk fait un finger. Ben, le CRTC obtient le pouvoir à ce moment-là de bloquer les sites Internet de Twitter au Canada. De demander à Bell, Vidéotron et autres de dire, regarde, les gens ne doivent plus être capables de se connecter à ces plateformes-là. Sinon, c'est vous autres qui êtes dans la merde. Je pense que tu as un exemple précis. Mettons, j'arrive puis je regarde Julie Miville-Deschênes qui propose ce projet de loi-là. Est-ce que son arrière-pensée est de faire chier Elon Musk et Twitter, par exemple? La réponse est définitivement non. Je suis persuadé. Ils s'imaginent pas ça, eux autres. Là. Non, exactement. La sénatrice qui présente ce projet de loi-là dans sa tête est en train de commettre vraiment une bonne chose. C'est un pas dans la bonne direction. On protège les enfants. Oui, exactement. Puis, tu sais, souvent, on dit, quand ça part tout de bonnes intentions, c'est ça. Mais, je veux dire, à un moment donné, là, tu veux réglementer des industries qui sont des multinationales sur le web présentes dans tous les pays. Là. Fait que c'est une restriction de liberté un peu, si on veut. Est-ce que Twitter devrait faire du ménage dans le contenu sexuellement explicite? Moi, je pense que oui, mais ça leur appartient, cette décision-là. C'est pas à nous de leur imposer. Est-ce qu'ils devraient mettre un système pour vérifier que la personne a bien 18 ans? Hey, on s'en sac, sérieusement. Tout le monde le contourne, ce système-là. C'est pas des vrais systèmes. C'est un peu n'importe quoi, là. Ouais, puis... Moi, j'ai de la misère. C'est juste moi, sérieusement, j'ai de la misère à suivre. J'ai de la misère à suivre pourquoi il faut qu'on... pourquoi c'est normal... Il y a eu quelques mois, là, tu te rappelles de l'article là, où des parents allaient avec leurs enfants au musée de la civilisation, puis il y avait un gars à poil qui était sur un stage emballé dans le cellophane. On pouvait même pas le mettre sur YouTube. Ouais, mais ça a l'air que c'était comme éducatif. Il y a des dildos puis des gars tout nus. Mais la loi y a pensé, Frank. C'est une défense possible. Si c'est éducatif, tu peux montrer des graines des enfants. Sauf qu'un gars de 15 ans en pleine puberté qui essaie de trouver des affaires sur lesquelles s'astiquer, ça prend une loi qui donne au pouvoir du CRTC d'essayer d'y empêcher. Là, voulez-vous, genre, voulez-vous déchirer les pages du catalogue Sears ou ça va être correct aussi? Genre, allez-vous, genre, demander aux gens d'un dépanneur de faire des scans de la rétine d'un coup que quelqu'un de mineur essaie d'acheter un Playboy? Ou moi, ça me fait capoter qu'en 2020, on arrive en 2024, là, on est encore sur des espèces de sujets de curés de même. C'est un peu spécial. L'article 9. T'as peu. T'as dit de quoi qui me fait rire? Puis il faut que je te montre de quoi. Les catalogues Sears deviennent des objets de collection. Tu penses que c'est pour ça qu'il y en a, là? La section brassière. Calique. Oh, man. C'est drôle, ça. En tout cas, parenthèse. Il existe 2 autres problèmes sérieux. Premièrement, le projet de loi ne se limite pas aux sites pornographiques. Hey, attends un peu. Les catalogues Sears se vendent sur eBay entre 13 et 190 $. Tabarnache. Ouf. Il y a du monde déviant qui achète des catalogues Sears. Vraiment cher. Mais non, c'est pas rien que pour ça. C'est aussi pour les jouets. Ouais, c'est pour les jouets. Donc, je termine là-dessus. Les 2 autres problèmes. Premièrement, le projet de loi ne se limite pas aux sites pornographiques. Cela s'applique plutôt à tout site ou service qui met à disposition
du matériel sexuellement explicite. Cela inclurait vraisemblablement des moteurs de recherche, des sites de médias sociaux tels que Twitter Attends un ou peu, des... moteur de recherche, on parle de Google, là. Ben oui, parce que si tu cherches... tu peux chercher des trucs là, explicites sur Google, tu comprends? Ben oui, c'est clair. Cela inclurait vraisemblablement les moteurs de recherche, des sites de médias sociaux tels que Twitter ou des forums de discussion tels que Reddit ou autres, où l'accès à du matériel explicite n'est pas difficile à trouver. Si le projet de loi se limitait uniquement aux sites dont l'objectif principal est la distribution commerciale de matériel sexuellement explicite, il serait peut-être défendable. Mais dans l'état actuel des choses, l'approche trop large rend ce projet de loi vulnérable à une contestation constitutionnelle. Deuxième problème, réfléchissez à la manière dont ces sites sont censés se conformer à la loi en mettant en place des systèmes de vérification d'âge. Cela signifie effectivement que des sites demanderont à leurs utilisateurs de s'inscrire auprès de systèmes commerciaux de vérification d'âge afin d'effectuer une recherche ou d'accéder à certains tweets. Et les systèmes de vérification d'âge soulèvent de réelles préoccupations en matière de confidentialité, notamment avec la reconnaissance obligatoire des visages dans le cadre du processus de vérification. Les projets de loi d'initiative parlementaire du Sénat deviennent rarement des lois, mais ce projet de loi apparaît soudainement sur l'écran radar. Le projet de loi n'aurait pas dû aller aussi loin et ne devrait pas être appuyé. Créer des garanties pour l'accès des mineurs à des contenus inappropriés est un objectif louable, mais pas au prix d'une censure soutenue par le gouvernement, d'une reconnaissance faciale obligatoire et d'exigences d'approbation d'âge pour utiliser certains sites et des services parmi les plus populaires au monde. C'est encore une crise de patente. Je sais pas pourquoi le Canada, on est tout le temps sur des patentes de même. Je ne sais pas si ça a été changé depuis son texte, mais l'article 5, c'est vraiment toute organisation qui rend accessible à un jeune du matériel sexuellement explicite sur Internet à des fins commerciales est coupable. Fait que son interprétation qui dit que Google pourrait être touché, je ne sais pas, honnêtement. Ben, s'il y a de la pub là-dedans, tu rends accessible du contenu. Il doit avoir. Ouais. Lui, c'est ça qui dit que l'interprétation est beaucoup trop large. Puis en plus, comme ça vise des sites web internationaux ou des plateformes internationales, lui, il dit un peu plus loin dans son affaire que ça peut clairement mettre le Canada en porte-à-faux par rapport à par rapport aux États-Unis, par rapport à d'autres partenaires commerciaux ou genre, un moment donné, quelqu'un va dire, moi, mais c'est quoi l'histoire là, que Reddit est plus disponible au Canada? Là? Parce que, comme tu dis, la conséquence qu'ils n'ont pas pensé, c'est que plusieurs plateformes vont peut-être faire comme ce qu'on a vu, Yann, avec l'histoire de la loi 96, là, que tu avais des marchands qui ont décidé de juste écrire sur leur site qu'ils ne shippent pas au Québec parce qu'on leur demandait d'avoir des trucs 100% français sur leur plateforme, les courriels de confirmation, tout ça. Il y en a qui ont dit, ben écoute, on n'a pas l'infrastructure pour l'instant, là, fait que regarde, on fait juste rendre ça. Puis là, tu avais une histoire de gens qui achetaient des livres sur un site britannique, que là, maintenant, ils ne pouvaient plus avoir accès à ces livres-là. Puis là, il allait voir Eddie Van Robert. Genre, on n'avait pas pensé à ça. Ben oui, mais c'est ça le problème. C'est que vous faites des affaires en vous pensant bien brillant, mais vous pensez à rien. Il y a eu 17 sittings pour cette loi-là. Là. Donc, il y a eu 17 réunions, si on veut, avec le Sénat et les députés pour parler de ça. Mais tu sais, quand tu fais un projet de loi de même, là, puis qu'il y a des gens qui viennent en commission parlementaire, que c'est des spécialistes du droit pour le commerce électronique, puis sur Internet, puis qui te disent que ton projet de loi, c'est de la merde, pourquoi tu continues à t'entêter là-dedans? Moi, c'est ça qui me fait capoter. Pourquoi ils font ça? Mais je pense pas que c'est contesté. Moi, écoute, mets-toi dans une position... position... lui était là au truc de... Ouais, je comprends. Mais c'est un expert, si on veut, puis tout. Mais politiquement, là... c'est sûr que politiquement, oui, on protège les jeunes. Puis... Non, mais reviens politiquement. Est-ce que tu es capable de voter contre ce projet de loi-là? Ben non, mais tu peux l'amender. OK, ouais, toi, tu dis, dans le fond, c'est comme un peu, politiquement, c'est comme un peu un genre de piège, genre pour que tu aies un article de journaux imagine l'article de presse. Pierre Poilievre vote contre un projet visant à protéger les enfants du contenu explicite. C'est un peu ça, là. Oui, puis là, il y a une motion. Il y a eu un vote là-dessus. The bill will be now read a second time and referred to standing. Il y a eu un vote. Les oui, c'est 189. Les non, c'est 133. Les oui, c'est majoritairement des conservateurs. Les libéraux, c'est des non.
Ouais, c'est bizarre ce qui s'est passé avec ce projet de loi-là. Il y a des libéraux qui votaient contre et des conservateurs qui votaient Les pour. NPD sont oui, les blocs sont oui. Fait que tous les votes contre semblent être libérales d'abord et avant tout. Ouais, mais ça, c'est le côté que moi, j'aime pas des conservateurs. C'est le côté pour des affaires morales. On est prêt à donner plus de contrôle au gouvernement sur Mais, des affaires. mais c'est ça, mais c'est un projet de loi sénateur qui vient d'une libérale, je ne me trompe pas. Ben, c'est ce que je pense. Elle doit certainement pas être conservatrice, celle-là. Là. Elle est rendue indépendante. Ah, OK. C'est peut-être les conservateurs qui l'ont mis là. Hey, ça fait, le Sénat, on s'entend-tu qu'on ne suit pas ça autant? Là? Non. On suit pas ça autant. Écoutez, on va passer à la partie Patreon. Quand même une affaire que je voulais parler absolument. Près de 100 millions de dollars au grand cabinet conseil. Donc, c'est un article de Francis Alain dans le Journal de Montréal qui nous parle de ça. Je pense que ça confirme un peu une affaire aussi dont toi et moi, on avait parlé par rapport à McKinsey. Là. Donc, si ça vous intéresse, joignez-vous à nous sur le Patreon. On va parler de tout ça. Et plus encore, on a des gens qui veulent repartir aussi le COVID show. Là. C'est comme le jour de la marmotte. Là. Fait qu'on, tu veux on en vraiment parle parler de Patrick Derry dans notre podcast? Non, pas Patrick Derry. OK. Je suis malade. Tiens, je tiens à rester sain d'esprit, moi. Là.